Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Donc on va se retrouver pour cette petite tradition de la chaîne maintenant que je vais instaurer. Donc c'est que la deuxième fois, mais c'est comme ça que commence les traditions. On va faire le top 10 des sorties Games Workshop de l'année 2018. Alors on commence pas par le 10e, mais on commence par le je ne sais pas combien. Pourquoi? Parce que je vais envie de mettre dans ce top-là le livre de campagne qui vient de sortir, à savoir Vigilus Insoumise. Mais le problème c'est que j'ai pas eu le temps de finir de le lire. Donc comme j'ai pas envie de retarder cette vidéo-là, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à faire, du coup, je peux pas vous dire c'est génial, parce que j'ai pas fini de le lire. Par contre, c'est quelque chose que j'attends vraiment avec impatience, parce que vraiment, dans mon top de l'année 2017, il y avait eu tous les Gathering Storm, et j'avais vraiment adoré ces bouquins, parce que ça faisait vraiment avancer le fleuve de Warhammer 40 000, ce qui, depuis que je jouais à 40 000, était quasiment jamais arrivé. Et donc, j'attends la même chose, en fait, de ce bouquin-là. Mais comme j'ai pas encore fini de le lire, j'en suis qu'au début, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler, mais voilà, je me suis dit, tiens, je vais le mettre à une position, mais en même temps, je me dis, étant donné que je l'ai pas lu, c'est un petit peu débile. Donc, du coup, on va dire qu'il est pas dans le classement, mais dans mon cœur, il est présent. Alors le vrai numéro 10 de ce top, c'est le Codes Custodes. Et pourquoi le Codes Custodes? Parce que c'était la première fois qu'on pouvait jouer enfin avec la mythique garde custodiane. Et donc du coup, ça c'était quelque chose de vraiment novateur. Et je trouvais que la Games Workshop allait vraiment en avant. Et au lieu de nous faire miroiter des magnifiques guerriers hyper forts, super et ultra élite, du coup là on avait vraiment un petit peu de fluff, un petit peu d'historique sur ce qu'ils avaient passé, sur ce qu'ils avaient fait pour occuper un petit peu leur temps depuis les Résidorus, et puis sur qui ils étaient plus en avant, et introduire comme ça une nouvelle armée, je trouvais ça vraiment génial. En plus les figurines sont superbes, il y a facilement de quoi commencer à faire une armée. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à faire justement une armée de Custodes, parce que du coup ça veut dire pas beaucoup de figurines à acheter, pas beaucoup de figurines à peindre, et c'est plus facile pour rentrer dans Warhammer 40 000. Voilà. Alors après, en termes de jeu, c'est un petit peu biaisé parce qu'on a beaucoup de motos, la moto qui est super forte, mais ça a changé grâce au Chapter Approved. Donc du coup maintenant, alors on va revoir ça, mais du coup voilà, c'est une super armée, et c'est pour ça que je l'ai mis en 10e position. À la 9e position de ce top, j'ai décidé de mettre une figurine, à savoir l'Armiger. Donc j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que je mets Forge-Ben? Mais en fait, je me suis dit, bon, au final, ce qui me plaît vraiment dans Forge-Ben, c'est le Armiger. Donc quelle que soit la version, que ce soit la version avec les autocanons ou avec l'arme de corps à corps, c'est pour moi vraiment une très belle figurine. Ça permet d'avoir un Imperial Knight plus petit, donc plus facilement jouable, et puis aussi une figurine qui est plus facilement accessible quand on a un budget un petit peu plus limité, et qui a quand même une très forte gueule. Donc là, c'est vraiment le petit coup de cœur personnel sur cette figurine-là, que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir en plus à peindre, signe que du coup la figurine me plaisait vraiment. Donc voilà, 9e position pour le Armiger. Alors à la 8e position, j'ai choisi de mettre Maléfice. Maléfice, vous savez, c'est tout ce qui est matérialisation de sorts qui sont sortis avec Age of Sigmar numéro 2. Alors, je vais pas parler plus d'Age of Sigmar numéro 2, je vais pas le mettre dans le top non plus. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui me touche moi personnellement, donc je serais un petit peu mal avisé de dire waouh, c'est génial, je vous le mets dans le top 5 des sorties de l'année, même si ça pourrait être le cas, mais comme c'est un top qui est vraiment personnel, je veux pas vous le mettre. Par contre, Maléfice, c'est quelque chose qui moi m'a touché personnellement, parce que c'est vrai que quand j'ai fait l'Open the Box, vraiment quand j'ai ouvert cette boîte là, ça m'a donné envie, et c'est ça qui est génial, c'est quand on arrive à donner envie à quelqu'un qui n'est pas intéressé par un sujet. Vous voyez, Age of Sigmar, j'étais curieux, mais bon, ça m'emballait pas trop. Alors que par contre, quand je suis tombé sur la boîte de Maléfice, déjà je trouvais que les sorts, la matérialisation de sorts, c'était super, et je me suis tout de suite projeté, et je me suis imaginé, je me suis dit, bon, moi je joue pas Age of Sigmar, mais alors est-ce que je peux l'intégrer à Warhammer 40 000 par exemple, parce que j'ai envie de profiter de ça, et je me suis dit, c'est ce sentiment-là qui mérite en fait de placer Maléfice en fait dans le top. Donc voilà, 8e position pour les sorts de Maléfice, qui permet vraiment de, à mon avis, vous projetez encore plus dans le monde Age of Sigmar, et j'espère que vous l'utilisez. Je sais pas, dites-le moi. En
Septième position de ce top, j'ai décidé de mettre Speed Freak parce que c'est un jeu qui moi m'a touché. Comme ça me permet de reparler un petit peu encore de Gazland. Vous savez que je suis assez attaché à tout ce qui est univers un petit peu Mad Max, course de voiture, etc. Et c'est pour ça que Speed Freak, je trouvais que ça tombait à point nommé parce qu'on peut retrouver un petit peu cet univers-là, à savoir des courses de véhicules qui se tapent dessus. Il y a eu un très beau travail sur tous les véhicules puisque Speed Freak, au-delà de la boîte de base, vous avez aussi en fait tous les véhicules Orc qui sont sortis en même temps et je trouve que le travail qui a été fait sur cette gamme en termes de sculpture de figurines était vraiment super. Ça a vraiment de la gueule, il y a eu beaucoup de véhicules, le jeu en plus c'est sympathique, et puis même les décors qui sont à l'intérieur de Speed Freak, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment eu un beau travail dessus, donc une très belle surprise pour moi. Voilà, en 7ème position, Speed Freak. À la 6ème place de ce top, je vais vous mettre Titanicus. Alors, Titanicus, j'aurais aimé le mettre plus haut dans ce top parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, j'attendais avec impatience. Mais j'avoue que y a du bon, il y a du mauvais dans Titanicus. Mais malgré tout, j'avais envie quand même d'en parler. Donc Titanicus, déjà, petit problème, c'est que c'est sorti uniquement en anglais, japonais et allemand. Et que moi, j'ai fait espagnol en LV2. Donc je suis un petit peu embêté. Donc heureusement, il y a l'anglais, bien sûr. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage que le marché français, en fait, soit privé de ce magnifique jeu auquel j'ai pu faire plusieurs parties, jeu qui est extrêmement complexe. Moi je le place dans les jeux Games Workshop les plus compliqués, si ce n'est le plus compliqué que j'ai pratiqué, parce qu'il y a vraiment un tas de règles spéciales, un tas de couches d'éléments de règles, ce qui fait que le jeu est très riche, demande beaucoup de temps pour être appréhendé, parce qu'il y a des jeux en fait comme ça où on peut se dire ouais c'est un petit peu compliqué, mais au-delà de votre première partie, après vous l'avez en tête et puis ça déroule un petit peu facilement. Alors que là, j'ai fait 5 parties, et je joue toujours pas avec les règles au maximum en fait des règles. Et je crois que même ma 6ème partie, on sera pas encore avec toutes les règles optionnelles qu'on peut utiliser. Parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche. Par contre, à l'inverse, du coup, cette profondeur de jeu, elle fait qu'on a vraiment le sentiment que si on joue bien, on va vraiment battre l'adversaire en fait. Il n'y a pas une question de ouais j'ai pas eu de chance sur mes dés, etc. Non, il y a vraiment ce sentiment de se dire un bon joueur, à coup sûr, quasiment, je pense, il va gagner en fait ses parties. Et ensuite, il y a vraiment le côté gestion. On est vraiment sur de la gestion assez simulationniste de ce que pourrait être en fait la gestion tout simplement d'un équipage de titans, hein. Gérer les boucliers, gérer les axes de tir, gérer l'énergie, comment la répartir entre les différents générateurs à plasma, comment la répartir à travers les différents systèmes du titan, et puis bien sûr on joue avec des titans, et ça c'est génial dans une échelle moi qui me plaît beaucoup, l'échelle où l'humain n'existe plus, et où on voit vraiment la plus petite pièce, hein, c'est un chevalier impérial, ce qui veut dire que c'est quand même assez gros, on se bat dans des villes, là on est vraiment dans un quartier, c'est pas comme Warhammer 40 000 qui va représenter la guerre, et au final vous faites une guérilla entre 3 immeubles quoi. Donc voilà, il y a vraiment ce côté vraiment sympathique, mais la grosse déception pour moi, c'est tout le côté éditorial de Games Workshop. Le jeu est super, par contre, les choix éditoriaux sont vraiment très mauvais pour que le jeu marche chez nous. Parce que pas de version française, ok. Ensuite, on vous dit, ouais, les bras sont magnétisables, etc. Donc nous, on attendait bien sûr les grappes d'armes. C'est pas des grappes d'armes qui sortent pour le Titan Warlord, mais c'est un nouveau Titan avec. Ouais, là je me sens un petit peu, j'ai pas trop envie de remettre 85 €. Et puis si je remets 85 € avec un corps de Warlord, avec les armes, à quoi ça sert en fait? Ouais, d'avoir aimanté les armes. Donc ce choix-là très discutable. Après ils sortent les Cerastus. Au final les Cerastus, on n'a pas les règles. Il faut acheter un autre pack pour avoir les règles. Ces packs-là en plus sont disponibles que à la VPC. On peut pas les avoir en magasin. Ça devient un produit qui est très difficile à travailler. C'est compliqué de dire allez vas-y viens jouer à Titanicus, c'est un super jeu. Ok, c'est en anglais, il faudra que tu fasses des commandes VPC, tu pourras pas les avoir en magasin. C'est un jeu qui est très compliqué, il va falloir beaucoup jouer. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets qu'à la 6ème position, mais j'espère, mais j'y crois pas trop, j'espère que peut-être un jour on aura droit peut-être à une version française avec une belle boîte française, peut-être, je pense que ce sera pas le cas, mais en tout cas c'est dommage, et si vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais, vous n'êtes pas réfractaire à tout ce que je vous ai dit, ne passez pas votre chemin devant Titanicus, parce que c'est un jeu, si vous avez le temps, si vous êtes prêt à vous investir, qui vaut vraiment le coup. Voilà, 6ème position.
À la 5e place, j'ai décidé de mettre le Codex Orc pour tout le travail qui a été fait dessus en fait. Codex Orc qui a été attendu depuis très longtemps, mais qui au moins sort avec des vraies règles jouables, beaucoup de belles figurines qui l'ont accompagné, donc ça j'en ai déjà un petit peu parlé avec Speed Freak, mais je pense que ça contribue aussi à l'essor en fait de l'armée, et puis surtout beaucoup de fluff, un codex vraiment travaillé qui apporte vraiment plusieurs façons de jouer qui sont complètement conciliables les unes avec les autres. Il n'y a pas vraiment des choses vraiment beaucoup plus fortes, donc du coup bravo pour ce travail sur le Codex Orc, mais en même temps, on a mis du temps avant de l'avoir. Donc voilà, 5e position, le Codex Orc. À la 4e position, j'ai décidé de mettre la boîte de Kill Team. Alors déjà parce que au niveau de son contenu, elle est quand même relativement, quand elle était disponible, elle était quand même relativement avantageuse au niveau des décors. Les décors sont vraiment très jolis, ils ont une plus grande ampleur, donc on peut vraiment faire passer des Dreadnought Redemptor par exemple en dessous, on l'a vu plein de fois. Et puis du coup, il y a vraiment moyen de créer une belle cathédrale. Alors après, pour créer tout un secteur, toute une ville, je trouve que c'est un petit peu limité parce que les murs se ressemblent un petit peu trop par rapport à ce qu'on avait un petit peu avant avec Basilicum, Sanctum et puis Manufactorum qui avaient eux chacun vraiment un petit peu leur style, on pouvait faire des quartiers un petit peu différents. Là je trouve qu'on a une trop grande homogénéité. Par contre on a vraiment les arcs-boutants qui sont super, les grandes statues qui sont super, donc voilà. Et puis après, deuxièmement, dans cette boîte, vous avez surtout les règles de Kill Team. Et Kill Team, c'est un gros succès. Nous, à l'assaut, on est pas mal à avoir joué à Kill Team. Et puis, c'est vraiment... Alors c'est génial, pourquoi? Parce que ça permet à des gens de se lancer dans le monde de la figurine, avec les figurines Games Workshop, qui sont quand même des figurines de qualité, très facilement. C'est pour l'accessibilité en fait. On n'est pas obligé, bien sûr, de se lancer sur une grosse armée. Vous peignez votre petite kill team de 5, 6, 12 figurines. On peut se faire plaisir, on peut personnaliser. Il y a un mode de jeu en campagne, il y a un mode de jeu multijoueur qui était assez sympathique. J'ai fait quelques parties pour tester en multijoueur, et c'était plutôt cool. Donc voilà. J'ai bien aimé ce pied à l'étrier et puis ce jeu même. Alors je sais pas ce qu'il va donner en 2019, je sais pas si Games Workshop va continuer à sortir des choses, mais pour Kill Team dans son ensemble, je dirais même, je rajouterais aussi les éléments de décor là qui sont sortis, les gros packages à 65 € avec beaucoup de décors à l'intérieur, les règles spéciales, voilà. Tout ce côté Kill Team, ça méritait cette 4e position. La 3e position est sur la dernière marche du podium, mais quand même, j'ai décidé de mettre Blackstone Fortress. Et pourquoi j'ai envie de mettre Blackstone Fortress? C'est parce que c'est un jeu, moi, qui me plaît. Parce que déjà, au niveau du fluff, je m'y retrouve, on apprend des choses, et ça, j'aime vraiment. Et j'ai vraiment l'impression que, pour une fois, ce que je suis en train de vivre est vraiment en rapport avec se balader dans une forteresse. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres jeux, mais là, il y a vraiment cette immersion qui est assez qualitative. Et puis, je trouve aussi que les parties sont sympas. En fait, en tout cas, toutes les parties que j'ai pu faire, je me suis bien amusé, et j'ai eu envie même de faire une campagne. Et si vous suivez la chaîne, vous avez peut-être vu justement ces parties, même ce live que j'ai fait sur Blackstone Fortress. Donc voilà, je pouvais pas le mettre plus bas, même si peut-être c'est pas la meilleure sortie, mais pour moi, c'est quelque chose qui va compter dans l'avenir de la chaîne, puisque je vais continuer à en faire et essayer d'aller au bout de cette campagne, je l'espère, et du coup créer des bons moments de partage entre amis. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur la 3e position. Alors la 2e place, j'ai pas mal hésité justement entre le premier et le 2e, comment je les mets. Puis après je me suis dit, on va privilégier encore une fois mon aspect personnel des choses. Sinon je pense que le 2e, ça va être a priori votre premier coup de cœur, j'imagine, en règle générale. Donc celui que j'ai mis en 2e, c'est le Chapter Approve. Et pourquoi le Chapter Approve? Parce que c'est ce qui dynamise complètement vos parties de Warhammer 40 000. C'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver avec des armées qui au final, au fur et à mesure de l'évolution du méta, se dire bah tiens, ça c'est plus trop jouable, ça c'est pas joué, je les laisse de côté, et bien Games Workshop maintenant a fait l'effort de sortir un petit peu de ce qu'ils étaient à un moment donné, c'est-à-dire à un moment donné on les entendait dire nous on fait surtout des figurines et puis après des règles pour ceux qui ont envie de les jouer. Vous voyez? Alors que là, la démarche est vraiment relativement différente, c'est de dire, on fait un jeu, on a des superbes figurines, et puis on veut que ce jeu soit au top, et donc du coup, on écoute les retours de la communauté, on vous soumet même des règles en bêta, vous donnez votre retour, et puis on va essayer de l'intégrer pour faire votre jeu, pour faire un jeu ensemble. Et cette démarche, elle est extrêmement profitable, j'imagine que ce soit à Games Workshop, parce que du coup, il y a un bon retour, et que ce soit aux joueurs, surtout parce qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'unités qui vont être vraiment délaissées, on peut jouer
un petit peu de tout. Et après, l'intérêt aussi, c'est le gros travail qu'ils ont fait sur les missions. Parce qu'on voit qu'ils encouragent en fait la gestion d'objectifs ou le contrôle de la mission et pas la poutre pure. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on pouvait avoir des parties où peu importe ce qui se passe, si je te dégomme, je vais gagner. Donc ouais, vas-y, va prendre ton objectif, c'est pas grave, s'il te reste que ça, je te le dégomme à la fin et puis on n'en parle plus. Alors que là, ça ressemble un petit peu à ce que moi j'avais pu faire il y a de ça longtemps avec le Mojo, je sais pas pour ceux qui connaissent, où j'aimais justement aller chercher en fait des scénarios vraiment tirés par les cheveux et où on se retrouve dans des situations qui sont inédites. Et dans ce Chapter Improve, avec toutes les missions qu'ils ont sorties, c'est vraiment ce qu'on va retrouver aussi. Voilà. Donc déjà, vous avez un refresh de votre armée, une mise à jour, c'est toujours profitable parce que on l'a vu, hein, c'est souvent des ups plutôt que des nerfs. Donc du coup, ça rend encore plus jouable vos armées. Et puis surtout aussi toutes ces missions. Hein. Si quelqu'un a le loisir de faire toutes les missions, je pense qu'il aura bien profité de son année 40 000. Donc voilà, je l'ai mis qu'à la deuxième position parce que en première position, on a... Vous vous en doutez, mon petit coup de cœur va à Nightvault. Oui, Nightvault, la deuxième saison de Warhammer Underworld. Je l'ai mis à la première position. Pourquoi? Parce que c'est vraiment moi ce que je préfère. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué cette année et c'est le jeu auquel j'ai le plus envie de jouer à nouveau l'année prochaine. Récemment, il y a eu une banlist qui a été mise sur Internet. Donc du coup, ça veut dire que certaines cartes ont été bannies du jeu, on ne peut plus les jouer. Et puis d'autres cartes ont été limitées. Ça veut dire que dans une liste donnée qui doit prendre à peu près une trentaine de cartes, vous avez le droit qu'à 5 cartes parmi cette liste de 30. Et c'est plutôt bien trouvé parce que c'est vrai que la plupart du temps, toutes les cartes qui étaient limitées, voire bannies, c'est ce qu'on retrouvait en fait dans tous les decks, des joueurs qui étaient un petit peu compétitifs et des joueurs qui avaient envie que leur deck tourne un petit peu. Et l'idée justement de mettre cette banlist, ça prouve que ils ont à cœur, là encore une fois, de faire en sorte qu'il y ait un équilibrage au sein des factions du jeu. Et déjà, je leur souhaite bonne chance parce que plus il y a de factions, plus c'est difficile à équilibrer. Et là, on va se retrouver avec 16 factions, une fois que tout sera sorti. C'est pas encore le cas à l'heure actuelle, mais 16 factions à équilibrer, c'est un petit peu chaud. Alors bien sûr, il y aura des laissés pour compte. Hein. Je pense d'ailleurs aux gardes sépulcrales, qui moi je trouve sont une faction qui du coup va être laissée pour compte. Donc on va voir avec l'année prochaine, savoir est-ce que du coup Games Workshop va patcher les factions qui sont un petit peu en dessous, EP certaines cartes, pourquoi pas, on peut l'imaginer, et puis voilà, mais en tout cas, la boîte de Nightvault, vraiment super, c'est un jeu qui encore une fois mérite d'être connu, et c'est un jeu aussi qui amène des nouveaux joueurs, et moi c'est ce que je trouve vraiment génial, c'est-à-dire que c'est bien de choyer les joueurs qui existent déjà, mais c'est à mon avis encore plus important d'aller chercher des nouveaux joueurs dans le monde du hobby, parce que moi je m'en rends bien compte, hein, quand je regarde sur les lives, la dernière fois au dernier live, j'ai dit, alors... petit test, petit sondage, donnez-moi votre classe d'âge, à peu près, l'âge que vous avez, et ben franchement, on est que des vieux, quoi. Et le problème, c'est parce qu'il faut pouvoir attirer en fait des nouveaux joueurs. Et je pense qu'à un moment donné, Games Workshop a délaissé en fait les nouveaux joueurs, et puis on se retrouve avec une population, une population sur le milieu du hobby qui est vieillissante. Il faut redynamiser les choses. Et Warhammer Underworld, je pense que ça peut vraiment redynamiser les choses et aussi plaire aux femmes, parce qu'elles sont évidemment moins nombreuses que les hommes sur le milieu du jeu de figurines, mais je sais qu'il y a pas mal de femmes justement qui aiment ce côté, ces petites figurines où il n'y a pas beaucoup de choses à faire, le côté jeu un peu de plateau qui peut être aussi assez agréable et assez apprécié, cette finesse qu'il peut y avoir un petit peu dans le côté on va pas lancer des sauts de dés, ce qui est peut-être un petit peu plus apprécié de certains, en mode voilà tiens je te balance 70 attaques dans la gueule, voilà. Et je sais que Warhammer Underworld c'est un jeu qui est pratiqué beaucoup aussi en couple, et ça c'est formidable, voilà. Donc merci pour ces parties que vous proposez, voilà. Donc premier, Warhammer Underworld dans sa globalité et surtout Nightvault. Et voilà, j'ai essayé d'être assez rapide pour une fois, il faut faire une vidéo un peu plus courte. Donc j'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour lutter contre tous ceux qui mettent des méchants pouces rouges. Et puis, si vous voulez m'aider, n'oubliez pas, vous avez le Tipeee. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui ont contribué tout au long de cette année à faire en sorte que la chaîne avance, que la chaîne progresse. Et puis, on se retrouvera, je l'espère, en 2019 pour le top 2019. En attendant, je vous dis, jouez bien et bonne fête de fin d'année.